Dernier intervenant qui a mis en pratique ce que préconisait Jean Guéral ce matin et qui est allé passer 20 ans en Inde, au Rajasthan. 25 ans. Voilà. 25 ans au Rajasthan. Alors, Marc, c'est pas un profil d'ingénieur, c'est un profil de musicien. Donc ça va nous changer. 20 ans de violon. Et comme quoi, hein, tout mène à tout. Ensuite, un accompagnement en management dans les entreprises et dans les plus grandes entreprises mondiales en Inde. Et puis je pensais que Marc intéresserait beaucoup Michel. Michel qui pense que les entreprises ont une âme. Michel Chapoutier et Marc Fourcade qui travaillait sur l'attracteur étrange. Donc sans peut-être, je ne sais pas si tu en parleras là. Je sais pas. Tu sais pas encore ce que tu vas dire. Non. L'attracteur étrange qui est cet élément qui, je ne sais pas si on peut dire galvanise, mais qui en tout cas motive au sein des organisations et qui fait que les gens ont envie de travailler ensemble et de faire des choses ensemble. Donc, Marc va nous parler aujourd'hui de la... un voyage au centre du soi. Voilà, voyage au centre du soi. Ouais. Et je vais vous parler d'une très très vieille tradition orale des souverains de l'Inde ancienne. Ça date d'environ 5000 ans. Voilà, du Rajasthan. Du Rajasthan, Rajasthan qui veut dire la terre des rois. Raja, c'est roi, Stan, c'est la terre. C'est la terre. Théorie de terme de laquelle, pour pouvoir gouverner les hommes, il faut d'abord être maître de sa propre personne. On y est. C'est exactement ça. Super. À toi, Marc. Merci, Rémi. Oui. Je vais vous dire en 2 mots un petit peu mon background, mon parcours. Excusez-moi, je suis très anglicisé parce que j'ai fait toute ma carrière en anglais. Et là, la blague, c'est que dans la présentation que je vais vous faire, j'avais 2 présentations, une en anglais et une en français. Et devinez laquelle est passée à la trappe dans la manip. Le français. Donc il nous reste l'anglais. Mais rassurez-vous, c'est extrêmement simple. Il n'y a pas besoin d'être un anglophile, phone. On n'a pas besoin de ça. Alors, je vais vous dire en 2 mots. Je me mets là parce que j'ai remarqué quand j'étais au fond, je ne voyais pas Marie et je ne voyais pas Jean. Hein? Ça va mieux comme ça? Voilà. Puis en plus, je me sens... Et donc, mon expérience commence en 1981. On parlait de NDE ce matin, et j'ai fait une NDE. Le 5 mai 1981, à 9 h du matin, donc vous voyez, c'était très précis. Je voulais me suicider. J'étais au fond du gouffre. Et j'ai eu envie de partir. J'en pouvais plus. J'en pouvais plus de vivre. Donc j'ai pris un fusil que j'ai armé. Un petit fusil, un 22 long rifle, mais ça suffit. Et puis, c'est pas facile un fusil. Un pistolet ça va, mais un fusil pour... Enfin bref, c'est un peu compliqué. Du coup, dans cet embarras, j'ai dit, bon, très bien, avant de partir, je vais dire au revoir. J'ai eu le sentiment, j'avais envie de dire au revoir à la terre, à la terre-mère, à la nature, à tout ce qui m'avait porté, qui m'avait fait grandir, que j'avais aimé, qui m'avait aimé. Au revoir, je vais dire au revoir. J'étais dans ma chambre avec mon flingue. Je le pose dans un coin, je descends l'étage, je me retrouve devant la maison, face à la forêt. J'avais une maison complètement dans la forêt, avec une grande vallée, c'était magnifique, 50 km comme ça d'horizon, c'était magnifique. Et je dis, bien, nature, mère terre, je vais partir, alors je te dis au revoir, je te dis merci pour tout ce que j'ai reçu. Il était 9 h du matin, il avait plu pendant la nuit. En mai, dans l'Aveyron, ça se passait dans l'Aveyron, c'est la pousse des châtaigniers, les feuilles, des petites feuilles tendres, vous voyez, qui commencent à pousser, et le soleil qui passe à travers. C'était d'une beauté, j'avais l'impression, moi, d'être un asticot dans la salade, vous voyez. Je me sentais impur, je me sentais illégitime dans cet endroit-là.
Et, euh, et j'ai eu vous connaissez le syndrome de Stendhal? Le syndrome de Stendhal, c'est le syndrome de la beauté. Stendhal, il est arrivé à Florence et il a vu Florence et c'était tellement beau il a eu un malaise. On appelle ça le syndrome de Stendhal face à la beauté, face à l'esthétique. Bref, j'étais là devant ma maison et j'ai dit « Mère nature, mère terre, je m'en vais. Je te dis au revoir, merci pour tout ce que tu m'as apporté. » Et puis, je lui ai envie de poser la dernière question. J'ai dit « Dieu, ça fait 30 ans que je te cherche, je ne t'ai pas trouvé. Soit tu n'existes pas, c'est une énorme blague tout ça, ou alors tu existes, mais alors là c'est vraiment le moment de faire quelque chose parce que je me tire. » Je pleurais, hein, j'étais au fond vraiment. Et là, en disant, si tu es là, fais quelque chose. Et il s'est passé quelque chose. Je suis sorti du corps, mais je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite. À un moment, on parle de conscience, hein, on est là. J'ai vu ce type en bas, moi j'étais au-dessus de mon corps, 5 à 6 mètres au-dessus, et je regardais ce type en bas qui était accroupi, recroquevillé, qui pleurait sur lui-même. Et c'était pas moi. C'était mon enveloppe, mais c'était pas moi. Et j'ai eu, vous voyez, c'est une question d'expérience. Alors si vous voulez essayer, vous pouvez, hein, mais je vous le conseille pas entre parenthèses. Mais j'ai eu vraiment cette expérience que j'étais pas ce corps, j'étais dans ce corps, mais pas ce corps. Et dans cet état-là, tout était paisible. J'étais dans un état de sérénité absolue, avec ce pauvre type, là, mon enveloppe, qui pleurait sur elle-même. Et je me suis senti dans un état de béatitude, de bliss extraordinaire. J'étais en paix. J'avais besoin de rien. J'étais plus qu'heureux, j'étais au-delà. Le mot bonheur perdait son sens. Et je suis resté quelques secondes, je ne sais pas combien de temps, dans cet état-là. Et à un moment, subrepticement, je me suis retrouvé dans mon corps. Je dis, c'est pas vrai. J'avais du mal à réaliser. J'ai dit, Dieu, c'est toi qui me parles, là? C'est toi qui me parles, parce que c'est tellement extraordinaire. Je n'ai pas eu de réponse verbale, et je ne suis pas ressorti de mon corps, mais j'ai été traversé par une énergie, d'une puissance, d'une sérénité, d'une plénitude extraordinaire. Et là, je me suis senti l'égal des prophètes, vous voyez. J'étais comme Abraham, Bouddha, Christ et les autres. J'étais celui qui parlait à Dieu, quoi. Et j'avais pas fumé, hein, j'avais rien pris, hein, pas de substance, rien. Et j'ai réalisé que moi, je n'étais pas ce corps. Vous voyez le truc? Vous le sentez, le truc? Est-ce que vous ne sentez pas ce corps, là, right now? Et alors donc, j'ai eu des pensées qui sont arrivées, j'ai oublié le fusil, j'ai pris le stylo et j'ai noté toutes ces pensées qui me paraissaient brillantes, lumineuses, fantastiques. Elles allaient changer le monde et j'ai noté ça sur un petit carnet rouge, tout vierge, et j'ai noté ça. Et puis, dans cet état-là, ça m'est arrivé à 9h du matin, j'ai commencé à écrire aux alentours de 10h du matin, et à 3h de l'après-midi, un vieil ami avec qui j'avais fait beaucoup de recherches arrive à la porte, une porte-fenêtre. Je ne l'avais pas vu depuis 5 ans, il était passé par la Chine, le Népal, le Tibet, il était redescendu en Inde, et il me regardait en silence. Alors quand vous n'avez pas vu quelqu'un pendant 5 ans, qui s'encadre dans votre porte, qui ne dit rien, et qui vous regarde avec un regard limpide, bleu, je dis, qu'est-ce quoi, il est devenu gay ou quoi? Vous voyez, parce que quand même c'était insistant comme... Et je lui dis, Hubert, c'est comme ça qu'il s'appelle. Je lui dis, Hubert, c'est incroyable. Il avait la réputation d'être très chanceux. Je lui dis, tu arrives, t'es un gros vénard, parce que tu arrives le jour qui est le plus beau jour de ma vie. Il me dit, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as trouvé? J'ai dit, Hubert, on n'est pas des corps.
on est des hommes. Et là, je l'ai vu un peu blêmir, avec un sourire, c'est assez paradoxal. Il m'a dit, qu'est-ce que tu me racontes? Parce que c'est ce que je suis venu te dire. Il rentrait juste d'Inde. Et il m'a dit, ben voilà, oui, on n'est pas des corps, on est des âmes. Et je connais des gens dans le nord de l'Inde qui vivent avec ça, avec cette conscience de ne pas être un corps, mais d'être une âme dans un corps. Pas un corps avec une âme, mais une âme dans un corps. Ça corroborait tout ce que j'avais jusqu'à présent ressenti profondément, sans pouvoir véritablement l'expliquer. Et j'ai dit, je veux aller les voir, j'y vais. Et donc je suis parti dans le Rajasthan, j'ai pris un billet, je suis parti en Inde, je suis parti dans la terre des rois du Rajasthan, et bien j'en suis sorti en 2015. Donc c'était en 81. Et donc pendant 35 ans, j'ai cherché, j'ai pratiqué la méditation avec des yogis, femmes, que des femmes. Hein. C'est le seul endroit que je connaisse en Inde où il n'y a que des femmes dans un ashram. Il y avait quelques hommes pour porter les valises, laver les casseroles, laver le linge. C'est le retour au matriarcat. Je sais que vous en rêvez, mesdames. Mais rassurez-vous, les temps arrivent. Le matriarcat est là. Il est à notre porte. Et là, ces femmes yogis m'ont éclairé sur une éducation des souverains de l'Inde ancienne. C'est une tradition orale. Alors vous êtes tous familiers plus ou moins avec ce qu'on appelle la Bhagavad Gita. La Bhagavad Gita, Bhagat en hindi, ça veut dire dévot, bigot. C'est la Gita des dévots. C'est la Gita dévotionnelle. Mais en amont de cette Gita dévotionnelle, il y a ce qu'on appelle la Gita, qui n'est pas la Bhagavad Gita, qui est la Gita originelle, qui est de tradition orale. Et c'est ce qu'on m'a enseigné. Alors je voudrais vous dire tout ce que je vais partager avec vous. Je vous demanderai d'abord, ne me croyez pas. Voyez, c'est mon expérience, c'est mon interprétation. Il y a ici 60 interprétations différentes dans cette salle. On est tous dans notre interprétation. Au moins les scientifiques sont d'accord là-dessus. C'est qu'on est tous dans notre propre interprétation et que nous sommes face à notre propre réalité. Et j'y reviendrai. L'éducation des souverains de l'Inde ancienne consistait, comme Rémi vient de nous le dire, en fait, les princes et princesses des cours du nord de l'Inde, il y a 5000 ans, recevaient une éducation très particulière avec des mentors, des professeurs, des guides, des sages, etc., des précepteurs. Toute leur jeunesse les éduquait à devenir rois. Et la condition sine qua non pour s'asseoir sur le trône du royaume, c'était la capacité à s'asseoir sur le trône du soi. La condition sine qua non pour la souveraineté d'un royaume, c'était d'être le souverain du soi, d'abord. Ça m'a permis d'ailleurs ensuite de faire quelques interventions sur politique du soi, politique des autres, en particulier en 81 et 88, à l'époque quand Mitterrand est passé. Et ça m'a amené à une réflexion sur comment pourrait-on transposer cette tradition orale dans quelque chose de valide, d'utilisable, d'opérationnel dans nos sociétés occidentales. Donc je suis resté plusieurs années à étudier cela, à pratiquer, et puis je suis rentré en France en ayant recustomisé ou packagé ou reconditionné ces informations qui étaient difficiles à transmettre parce qu'on est véritablement dans le sensible. Et je me suis dit, ça serait fantastique si pour être souverain du royaume, il faut être souverain de soi-même. Pour manager la boutique, il faut se manager soi-même. Donc j'ai commencé à travailler avec des entrepreneurs, avec des businessmen, des hommes d'affaires, enfin des gens du milieu professionnel, pour leur dire, en termes de management, si vous voulez manager les autres, il faut d'abord vous manager vous-même. Ça signifie quoi? Ça signifie manager, et là, merci Marie, on va revenir à ce que Marie nous disait, il faut être capable de manager sa pensée, de gérer sa pensée, parce que là où est ma pensée, je suis.
C'est ça qu'il nous faut comprendre. Et en fait, ce que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, c'est les mécanismes de la conscience. Alors vous allez voir, il y a un slide. Enfin, il est un peu élaboré, mais on va tenter, et j'attends vos questions, vos retours, on va parler de la mécanique de la conscience. Comment la conscience s'élabore-t-elle? Comment élaborons-nous notre conscience? Jean et Marie nous ont donné, je pense, énormément d'informations extrêmement utiles que vous allez pouvoir recouper avec ce que je vais vous dire maintenant. Ce que je trouve extraordinaire aujourd'hui, c'est la convergence des recherches. Que ce soit le Monroe Institute, que ce soit la physique quantique, que ce soit les neurosciences, que ce soit les philosophies anciennes, nous sommes dans un moment de convergence, une convergence de sens. Cette société est en recherche de sens. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Oui? Il y a actuellement, dans toutes les disciplines, une convergence de sens. Et c'est quelque chose qu'il nous faut vraiment célébrer, si je puis dire, parce qu'il va se passer des choses extraordinaires. Alors, maintenant, revenons à notre mécanisme. Comment j'élabore ma conscience? D'abord, je vais vous demander, je vais vous poser une petite question, toute simple. Dites-moi, entre les oreilles, là, le cerveau entre les oreilles, quelle est son activité? À quoi il sert? Qu'est-ce qu'il fait? Dites-moi. Allez, allez-y, hein, comme ça vient. Pardon? C'est un récepteur émetteur. Good. Une antenne. Donc c'est un voilà, émetteur-récepteur. C'est quoi d'autre? Computer, si on veut. Oui, 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 oui. Ça analyse, ça synthétise, et ça. Très bien. Très bien. Bon, vous me dites que votre cerveau est un coffre. Bon, ça va. Quoi d'autre encore? Quelles sont les activités que l'on a là? La mémoire, l'analyse, l'émotion, la gestion des sens, la création, la créativité. Quoi d'autre? Toutes les fonctions liées au corps. Oui, aussi. Allez, dites-moi encore. L'instinct de survie, oui. Quoi d'autre? La perception, émission, réception, oui, très bien. Quoi d'autre? Merci, je l'attendais celle-là. Hein. Se faire plaisir, quoi d'autre? On pense. D'abord. On pense. Mais ce que l'on va voir, c'est que toutes ces activités mentales, en tout cas que l'on localise dans le cerveau, ces activités sont des activités extrêmement simples. J'aime, je suis attiré, j'ai envie, j'en veux pas, j'exprime, je ressens, enfin bref. Mais toutes ces activités peuvent être compartimentées en domaines d'activité, et c'est ce que je voudrais vous montrer. Et on va voir là comment s'élabore peu à peu le mécanisme de création de la conscience. Alors allons-y. Vous voyez, tout le monde se reconnaît là, hein, ça va? Bon. C'est un bon profil, non, déjà? Quand on pense, on mémorise, on analyse, on synthétise, on décide, est-ce que vous avez décidé d'être là? D'accord. Est-ce que vous avez décidé de votre métier? Est-ce que vous avez décidé de votre conjoint? Est-ce que vous avez décidé d'avoir des enfants? Pas tous. Est-ce que vous avez... donc, en fait, nous apercevons qu'aujourd'hui, nous sommes le résultat de nos décisions depuis des dizaines d'années. Et plus pour certains, les vieux. Mais nous avons créé notre réalité par nos choix, par nos décisions. Comment cela se fait-il? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Le premier grand domaine d'activité de l'âme de l'être, l'âme de l'humain, mais l'âme des entreprises aussi, la première, désolé c'est de l'anglais, mais tout le monde comprend, c'est l'esprit, les pensées et la créativité. Nous sommes des êtres pensants.
Vous avez essayé d'arrêter de penser? Oui? Et alors, comment ça marche? Bon, bah écoutez, on va faire une expérience. Au fait, c'est des travaux pratiques cet après-midi. On termine avec des travaux pratiques. Très bien. Je vais vous demander d'arrêter de penser pendant, allez, 10 secondes. C'est pas beaucoup. Vous y êtes prêts? Ok. 3, 4, allez, vous arrêtez de penser. Il ne se passe rien. Ah, voilà. Alors on va voir, on va refaire l'expérience 10 secondes de plus, si vous voulez. Et je vous demande surtout d'arrêter de penser. Vous y êtes? 10 secondes. Merci. Vous êtes arrivé? Parce qu'il y avait un type bizarre qui fait des trucs bizarres, et il se trouve que mes sens captent tout ça. Et alors, pour arriver à arrêter de penser avec un rigolo qui est en train de faire son truc devant, c'est très très difficile. Ce dont on s'aperçoit, c'est qu'en fait, nos pensées sont intimement liées à nos perceptions sensorielles. Et nos perceptions sensorielles sont intimement liées à l'état de conscience dans lequel nous sommes. Ce que disait Jean, et je crois Marie aussi l'a affirmé, c'est qu'en fait, nous sommes là où sont nos pensées. Alors si je suis, je dirais, la victime de mes perceptions sensorielles, où est ma souveraineté? Je passe devant une pâtisserie, éclair au chocolat, ah, ma pensée. Vous voyez? Je suis fumeur, ah, une cigarette. La pensée vient. Et nous apercevons que si je sens une fumée de cigarette, ça me donne envie. Ou un très bon verre de vin, j'ai envie de boire. C'est-à-dire que ça réveille des mémoires. Mes sens réveillent toutes les mémoires acquises. Et ce faisant, si je suis l'esclave, entre guillemets, de mes sens, je ne peux pas être souverain. Donc il va falloir, et ce qu'on nous apprenait, c'est d'être au-delà des perceptions sensorielles, au-delà des 5 sens. Est-ce que vous voulez faire une expérience avec moi pour vous sentir juste une âme? Oui? Vous y êtes? Ça va durer 5 minutes, Mais rassurez-vous, j'ai pas eu encore de problème de SAMU, appeler l'ambulance, des choses comme ça, tout va bien, en général, il n'y a pas de victime. Mais on va faire quand même l'expérience. Vous y êtes? Bon. Vous avez remarqué que, par exemple, les musiciens, Stevie Wonder, Ray Charles, sont des aveugles. Mais ils ont une ouïe extrêmement développée. Leur ouïe s'est développée à la lumière de leur déficit de vision. Ce qui fait qu'ils sont hypersensibles. Alors on va faire une première expérience ensemble. Je vais vous demander d'être aveugle. Donc vous allez fermer les yeux tout simplement. Et puis je vais vous parler. Et suivez-moi, vous allez voir, c'est juste une petite promenade. Vous êtes aveugle. Vous êtes dans un noir absolu. Vous entendez des sons. Là, vous êtes aveugle. Vous venez de perdre 75% de vos perceptions sensorielles. Maintenant, imaginons un monde d'aveugles, 7 milliards 200 millions d'aveugles. Quelle serait la civilisation dans laquelle nous évoluons? Quelle serait notre culture? Cinéma, télévision, niet. Un monde de son. Si nous étions aveugles, nous serions dans une culture du son. Alors on va aller un peu plus loin. Mais ça va, vous vous sentez toujours vivant, Aveugle mais bien vivant, très bien. Alors nous allons aller un peu plus loin. Maintenant, vous êtes aveugle et sourd. Vous n'entendez pas mes pas. Imaginez un monde d'aveugles et de sourds.
Quelle serait notre civilisation? Quelle serait notre culture, nos arts, notre expression? Ce serait gustatif, kinesthésique ou tactile, olfactif, mais le noir et le silence. Vous êtes bien vivant? Oui, vous êtes toujours bien vivant. Nous sommes toujours bien vivants. Aveugles et sourds, nous sommes vivants. Alors maintenant, nous allons encore aller plus loin. Nous allons perdre le sens de l'odorat. Je suis aveugle, sourd, et j'ai plus de nez. Non, on n'est pas foutu. Est-ce qu'on est encore vivant? Oui. Imaginez une civilisation de sourds, muets, sans nez. Quel serait le monde dans lequel on vit? En termes de culture, d'art, musique, on n'entend rien. Visuel, on ne voit rien. Pas de télé, pas de cinéma, pas d'expo, rien. Et pourtant, nous sommes bien vivants. Ok? Alors on va aller encore un peu plus loin. Je suis aveugle, je suis sourd, donc muet. J'ai perdu le sens de l'odorat et maintenant je veux perdre le sens gustatif. Dans un lieu comme ça, perdre le sens gustatif. Que serait l'entreprise Chapoutier sans le gustatif? Et pourtant nous sommes bien vivants. Nous n'avons pas de goût, pas d'odorat, pas de vision, pas de son. Et pourtant nous sommes vivants. Allez, un petit effort, le dernier. Je suis aveugle, je suis sourd, je n'ai pas d'odorat, je n'ai pas de goût. Et maintenant, je n'ai même plus de sens tactile. Je n'ai plus mes 5 sens. Et pourtant, je suis vivant. Je suis incapable de communiquer avec l'extérieur. Mais je suis vivant. Je suis seul. Dans le noir, dans le silence. Rien ne me parvient. Je n'ai même pas conscience de mon corps. À cet endroit-là, dans cette espèce de béance, de vide abyssal sensoriel, il y a quelqu'un qui m'attend, qui est comme moi, qui n'a pas les 5 sens, mais qui est là, une énergie. Enfin, je peux peut-être l'envisager. Mais là, mon 6e sens se met en route, ce qu'on appelle l'intuition. Je perçois des choses que mes sens ne perçoivent pas. Je perçois l'invisible, je perçois le sensible, et pourtant, je suis privé de sens. Imaginons 7 milliards d'individus privés de leurs 5 sens, et pourtant bien vivants. Quelle serait notre culture, notre civilisation? Là, comment est-ce que je me sens? Moi, l'âme, je suis là. Mais je n'ai plus de moyen de communiquer, ni avec moi, en tout cas ce corps, ni avec les autres. Alors on va revenir tout doucement. S'il vous plaît, retrouvez le sens tactile, juste avec vos doigts, en les frottant l'un contre l'autre. Avalez votre salive, retrouvez le gustatif, retrouvez le goût. Vous sentez la salle, vous entendez la voiture dehors,
Vous ouvrez les yeux tout doucement. Voilà. Welcome back. Retour parmi les vivants. C'est très rapide. Oh, c'est une approche très très légère qui va devenir de plus en plus présente avec la pratique. Alors quand on rentre dans cette dimension extrasensorielle, on rentre véritablement dans ce que moi j'ai pratiqué comme méditation. Une méditation, on n'a plus d'input, d'informations qui viennent de l'extérieur. Et là, on peut rentrer en contact avec soi. Et c'est cette pratique-là que les souverains de l'Inde ancienne étaient éduqués à cette pratique pour être totalement indépendants de leur perception sensorielle, tout en les ayant, tout en les utilisant, mais sans être influencés. Celui-là, il est grand, celui-là, il est beau, celle-ci, comme ci, comme ça. Enfin, tous ces jugements qui viennent avec nos perceptions. Quand on enlève tout ça, on enlève tous les jugements. Et donc les souverains de l'Inde ancienne, leur travail, c'était de régner. Ils étaient censés, dans la tradition orale de la Gita, ils étaient censés être les intermédiaires entre le divin et l'humain. Alors, quelle est votre expérience là? Vous pouvez me donner un petit retour là? Comment vous avez senti ça, là, de perdre ces 5 sens? Agréable? Apaisant? Espace, reposant? Personne n'a eu peur? Un peu? Bienvenue au club. Il y en a qui ont eu peur. Ça peut arriver, c'est normal. C'est anxiogène, ce genre d'exercice. Je l'ai fait une fois au Canada, j'ai eu quelqu'un qui est parti dans une sorte de transe, quoi, tout à fait inattendue, parce qu'elle était paralysée par cette éventualité de ne plus rien ressentir, quoi. Alors, d'autres retours? C'était bien, plutôt bien, non? Bon. Alors vous allez voir ce qui s'est passé, et on va le voir avec ce mécanisme des pensées. Le mécanisme de la construction de la conscience. En fait, toutes nos activités mentales ou cérébrales se répartissent en 3 grands domaines. Le premier domaine, c'est la création des pensées. C'est l'esprit qui produit les pensées. C'est comme ça que nous sommes face à notre création. Chacun est face à la réalité qu'il a construite. Il n'y a pas de réalité extérieure. Il n'y a que ce que nous voyons, ce que nous percevons. Le premier domaine, c'est donc la production de la pensée. Le deuxième domaine, c'est quoi? Quand on a produit la pensée, quand on produit une pensée, vient l'intellect. L'intellect, il prend la pensée ou il la refuse, il va l'analyser, la synthétiser et prendre une décision. C'est comme ça que ça se passe. Vous êtes d'accord jusque-là? Quand l'intellect a fait son choix et pris sa décision, vient une autre fonction fondamentale, et vous allez voir à quel point elle est fondamentale. Ça serait quoi? Vous l'avez noté, vous l'avez dit tout à l'heure. C'est la mémoire. La mémoire, on stocke des mémoires, qui sont pas conscientes. On intègre environ 25 informations à la seconde. Donc vous voyez, imaginez ce soir combien on aura d'informations. Et ces mémoires sont stockées. On a un énorme databank. Chacun d'entre nous a une énorme banque d'informations ces mémoires dans lesquelles il puise pour penser. C'est-à-dire que là, la qualité de mes pensées est intimement liée à l'usage de mes mémoires. Je vais vous donner un exemple. Vous avez, on ne peut pas penser à quelque chose qu'on ne connaît pas. Prenez par exemple, ici on est entouré d'art aborigène. J'ai eu la chance de vivre avec des aborigènes en Australie, dans le bush australien. Et que si vous demandez à un aborigène qui est resté dans le bush toute sa vie, qui a grandi dans le bush, imaginez, il a soif.
Au même moment, vous avez un Américain, 5e avenue à New York, qui a soif. Les deux ont soif en même temps, l'un en Australie, au milieu du bush, l'autre près de Central Park. À votre avis, l'Américain va penser à quoi? Coca, bière, ce genre de choses. À quoi va penser l'aborigène? À l'eau. Il ne va pas penser au coca parce qu'il n'a pas la connaissance du coca. Donc, il faut savoir qu'on ne peut pas penser à quelque chose que nous n'ayons pas mémorisé. Je ne sais pas si vous voyez le poids de la chose. Parce que qui gère ses mémoires gère sa pensée. Et qui gère sa pensée gère sa qualité de vie. La pensée est une énergie. Alors, comme Jean nous le disait ce matin, nous sommes dans un monde à plusieurs dimensions. Bon, il y a les 4 connues, classiques, et puis il y a celles que je ne connais pas. Jean les connaît peut-être un peu mieux, mais qui sont des vibrations, des espaces vibratoires qui sont des champs informationnels, des champs d'information. Plus notre conscience s'élève et plus nous avons accès à des informations inaccessibles autrement quand on est dans la panique, entre guillemets, ou dans le stress, ou dans l'hyperactivité des perceptions sensorielles. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand les pensées sont produites, immédiatement elles vont vers un intellect qui va analyser, qui va essayer de comprendre. Si je dis « Oh tiens, ça, qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Je le jette. Non, je ne vais pas le faire parce que j'en ai besoin. Donc mon intellect va dire hey, « Arrête tes bêtises, t'en as besoin. » Donc la pensée vient, jette ton truc, et l'intellect va dire « Non. » Parce qu'il a toutes sortes d'informations, il a un logiciel, et on va en parler. L'intellect, c'est notre logiciel, en fait. Si on change de logiciel, on change d'intellect et on change de mode de vie. Moi, j'ai personnellement vécu ça, ayant vécu 30 ans en France et 30 ans en Inde. Il m'a fallu complètement changer de logiciel dans une culture tout à fait éloignée de la mienne. Et cet intellect, il a un fonctionnement tout à fait particulier. Il élabore ses analyses et ses synthèses avec 4 grands paramètres, 4 grands critères. Le premier critère, c'est ce qu'on appelle les positionnements psychologiques. Vous savez ce que c'est qu'un positionnement psychologique? C'est tout simple. C'est le verre à moitié vide ou moitié plein. Ça, c'est un positionnement. Je le vois moitié vide ou je le vois moitié plein. Soit je suis positif, soit je suis négatif. Je me souviens d'André Gide, qui pendant la dernière guerre, enfin la guerre 39-45, il était homosexuel et juif. C'était 2 bonnes raisons pour avoir la Gestapo aux trousses. Et donc il fuyait en zone sud, il changeait de maison tous les soirs, il ne restait pour pas être pris, et ça durait des semaines comme ça, cette cavale. Et puis un jour, il était avec une petite équipe de 4 ou 5 amis, ils se sont fait prendre par la Gestapo. Et là, Gide, là ça manifeste un positionnement psychologique, Gide leur a dit, bah, voyez les amis, ça fait des semaines et des semaines qu'on vit dans l'angoisse de se faire prendre, on va pouvoir enfin vivre dans l'espoir d'en sortir. Vous voyez le shift. C'est quelque chose d'extraordinaire. À une époque, on travaillait pour Air France. Et il y a un technicien d'Air France qui m'a dit « J'ai compris ce que c'est que l'optimisme et le pessimisme. Hein. » Il dit « Chez nous, les optimistes, ils fabriquent des avions. Les pessimistes, ils fabriquent des parachutes. C'est pas le même business. » Mais ça donne notre orientation. C'est-à-dire notre plaisir à vivre, notre joie de vivre, notre envie de faire, de rencontrer, de parler et tout ça. Notre joie de vivre, elle est liée à cela, en partie à ces positionnements psychologiques. Est-ce que je me vois vieux ou est-ce que je me vois jeune? Comment je me ressens? Je suis quelqu'un de bien ou je suis plutôt nul? Ça, c'est des positionnements psychologiques qu'inconsciemment on a intégrés dans notre logiciel. Donc, le premier paramètre de l'intellect, c'est ce qu'on appelle les positionnements psychologiques. C'est la façon de voir les choses. On dit toujours, la beauté est dans l'œil de celui qui contemple.
Le deuxième paramètre de fonctionnement de cet intellect, c'est ce qu'on appelle les horizons mentaux. Les horizons mentaux, ce sont des plafonds de verre invisibles que l'on s'impose. Je suis une femme, je ne sais pas bricoler, je ne vais pas monter sur le toit pour réparer. Je ne m'occupe pas du jardin, par contre je m'occupe des enfants, je fais la cuisine, je fais les courses. Enfin, vous voyez ce genre de schéma dans lesquels on peut se retrouver à un moment ou à un autre dans une vie. Eh bien ça, ce sont des horizons mentaux. Ce sont des conditionnements. Et nos conditionnements président à notre analyse. Je vais vous donner un exemple, et ça je l'ai vu dans sur les marchés des villages indiens. D'abord, il y a un marché tous les jours, et il y a, en dehors des gens qui vendent leurs légumes et tout ça, il y a toujours un amuseur, souvent un amuseur sur la place du marché. Et je me souviens d'un amuseur, un vieil homme avec une longue barbe, un grand turban rouge de 18 mètres de long, un Rajasthani. Et alors son truc, c'était d'étonner les gens avec des puces. Il avait une planche de bois qui faisait 70 cm de long, 30-40 cm de large. Et là-dessus, il avait, je ne sais pas combien, 200 ou 300 puces qui sautaient. Et à sauter, elles ne sautaient jamais en dehors de la planche. Alors il disait, voyez, moi je sais parler aux puces, je les ai dressées, elles me reconnaissent, je comprends leur langage, enfin bref, il en faisait des caisses, passez-moi l'expression, autour de ça. Et en fait, ces puces étaient conditionnées. Et la façon dont il les conditionnait, il me l'a dit, c'est très simple. Il me dit, tu prends une planche de bois, tu mets un aquarium renversé dessus, donc 4 murs en verre autour de la... Et tu mets un plafond de verre, tu recouvres avec une... Bref. Tu jettes 200-300 puces là-dedans et tu vas entendre. Tout de suite, elles vont commencer à sauter dans tous les sens. Elles vont se heurter au plafond, au mur, enfin bref, aux parois de verre. Et puis au bout d'un certain temps, eh bien, ces puces, on n'entend plus de bruit, mais elles continuent de sauter. Mais elles continuent, d'évoluer dans un univers contraint. Elles ont pris conscience de la présence de ces parois de verre en haut, en bas, sur les côtés et tout cela. Il me dit, tu les laisses comme ça, qu'elles s'habituent. Ensuite, tu enlèves la plaque de verre, le plafond, et tu verras, elles ne sautent pas au-dessus. Elles ont été conditionnées pour ne pas sauter plus haut, de façon à ne pas heurter la plaque, le plafond. Il dit, maintenant, tu enlèves un mur, tu enlèves 2 murs, tu enlèves 3 murs, tu enlèves 4 murs, et tu vas voir, tes puces, elles sont complètement conditionnées à vivre dans cet espace que tu leur as défini. Les conditionnements psychologiques, c'est ce qu'on appelle véritablement les horizons mentaux. Dans le monde du management, qui est quand même plutôt mon monde professionnel, j'ai affaire à des gens qui sont archi-conditionnés. Moi-même, je suis conditionné. Nous sommes tous conditionnés. Mais il nous faut prendre conscience de ces conditionnements. Ces conditionnements, ils sont liés à mon vécu. J'étais dans l'élevage du vin pendant... ma famille 8 générations, et puis forcément, je pense vin, quoi. Je peux penser à plein de choses d'autres, d'ailleurs, entre parenthèses, on est là pour ça, mais c'est au centre de ma vie. Et on va voir que nos activités, on crée des patterns. Alors, on parlait ce matin des champs morphogénétiques de Rupert Sheldrake, sur lesquels j'ai pas mal bossé. En fait, on crée un champ morphogénétique, c'est un chemin. C'est un chemin, c'est un sillon que l'on creuse, qui va faire que ça sera toujours plus facile de passer par là que par ailleurs. Parce que là, on a l'habitude. Vous savez, c'est comme un sentier, à force de passer, on crée le sentier et on prend toujours le même chemin. Et intellectuellement, nous avons une tendance à toujours prendre le même chemin, parce que c'est facile. On pense comme ça, on y va comme ça. Ça, c'est les champs morphogénétiques, mais ça participe aussi des horizons mentaux. Le troisième paramètre, donc le premier, les positionnements psychologiques. Le deuxième, les horizons mentaux. Il y en a 1000, hein, mais je vais en donner 4, ça ira. Le troisième, c'est ce qu'on appelle les projections. C'est-à-dire, en absence d'information, eh bien, nous allons nous projeter dans un scénario construit à partir de nos mémoires. On appelle ça des projections. Je vais vous donner un exemple de projection, on va même faire un jeu, si vous voulez. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Jean Dupont ?
Qui connaît l'histoire de Jean Dupont? Personne ne connaît l'histoire de Jean Dupont? Marie et Jean. Alors, s'il vous plaît, vous sortez, prenez un café. Mais ça, vous allez voir comment fonctionne une projection. Voilà. Donc, vous ne connaissez pas l'histoire de Jean Dupont. Je vous raconte l'histoire de Jean Dupont. Jean Dupont est dans son lit. Il est 11 heures du soir. Il est dans sa chambre, dans son lit. Par une nuit de printemps, la fenêtre est ouverte. Il est au dernier étage de l'immeuble qui, comme par hasard, affleure le toit de l'immeuble voisin. Et Jean Dupont ne dort pas. Il est 11 heures, il y a une belle lune, enfin, tout va bien. Et soudainement, il voit quelqu'un qui rentre par la fenêtre ouverte, qui rentre dans la chambre. Et Jean Dupont n'a pas peur. Cet individu ouvre son sac, les tiroirs, remplit son sac, enfin tout ce qu'il trouve. Manifestement, il prend tout ce qu'il y a de bon à prendre. Et Jean Dupont ne réagit pas. Il ne réagit pas et il n'a pas peur. L'individu, son larcin terminé, repart par la fenêtre. Jean Dupont ne le poursuit pas. Et le lendemain, il n'ira pas porter plainte. Alors, ma question est pourquoi, à votre avis, Jean Dupont n'a-t-il pas peur, n'intervient-il pas et n'ira-t-il pas porter plainte? Allez-y, allez-y, dites-moi. Allez, un par un, s'il vous plaît. Allez-y. Il rêve. Oui, why not? Quoi d'autre? Il pense que c'est lui. Bon, c'est un schizophrène, là. Hein. C'est une autre pathologie, là. Quoi d'autre? Il pense que c'est impossible. Mais pourtant, il a bien été volé. Il a déjà vécu ça. Il a déjà vécu ça. C'est un choix qu'il fait. C'est un de ses gamins. Très bien. Allez, continuez, continuez. Parce que j'en ai des bonnes, hein, je vous dis, j'en ai entendu des bonnes. Du style, il s'en fout, il est chez sa belle-mère, il la hait. Et donc, on lui vole tout, il est content. Il déménage, oui. Pardon? Il a fait la même chose sur la fenêtre d'en face. Alors là, vous voyez, on commence à élaborer des scénarios plus sophistiqués. Allez, allons-y, allons-y. Pourquoi Jean Dupont n'a-t-il pas peur, n'intervient-il pas et n'ira-t-il pas porter plainte? Vous êtes bien parti, là, continuez. Le matériel n'est pas important. Merci. Mais ce n'est pas tout à fait la bonne réponse. La personne n'était pas un être humain. Mais Jean Dupont, quand même. C'est ce qu'il avait volé lui-même la veille. C'est ce qu'il avait volé lui-même la veille. Il joue une pièce de théâtre. On est au cinéma. Voyez, tous les scénarios, ou scénarii, je ne sais plus comment on dit, voilà. Eh bien, ça, c'est une question que je pose en stratégie. Quand on fait un séminaire stratégique, je commence mes séminaires comme ça. On va faire de la stratégie, alors cadrons les choses. Pourquoi Jean Dupont n'a-t-il pas peur, n'intervient-il pas et n'ira-t-il pas porter plainte? Tout simplement parce que Jean Dupont est un bébé. Je vous ai manipulé. Je vous en raconte une longue, là, sur une histoire, et avec la lune, 11 heures du soir, le printemps et tout ça, je vous bourre d'informations. Je vous sature. Avec ça, vous allez me construire plein de scénarios. Voilà. Et puis vous allez réfléchir avec les mémoires que vous utilisez. Et si par hasard, sur 50 personnes dans la salle, il y en a 20 qui sont d'accord pour dire « mais c'est évident, c'est un chantage à l'assurance », par exemple, hein, eh bien, on a atteint la masse critique pour avoir une opinion publique. Je n'arrête pas de penser au présidentiel. Quand on travaille sous la souveraineté, vous savez, on pense au présidentiel. Pas pour soi, hein, bien sûr. Donc, voyez l'idée. L'idée, c'est qu'avec ces projections, on construit des scénarios qui vont faire que, en plus, si on est d'accord sur un scénario, on part droit dans le mur, mais ensemble. Vous voyez? Donc on peut faire de très très grosses erreurs avec ces projections. Alors maintenant que vous êtes avertis,
Eh bien, je vais vous en poser une deuxième devinette, un tant qu'à faire. À une époque, je travaillais au chantier de l'Atlantique. Vous savez, à Saint-Nazaire, on fait les gros bateaux. Et il faut savoir que dans le coût d'un paquebot transatlantique, 15% du coût du navire, c'est la peinture. C'est des peintures extrêmement compliquées contre la corrosion, le sel, etc., etc. Et donc, celui qui a le secret de la peinture, c'est le roi du monde, quelque part. Et à Saint-Nazaire, il y avait une diva, c'est-à-dire un homme d'une cinquantaine d'années, qui était un ingénieur chimiste fantastique et qui avait trouvé des formules de peinture anti-corrosion, etc. Et comme c'est 15% du prix du navire, on faisait très attention à ce monsieur parce qu'il représentait énormément d'économies dans l'élaboration d'un... Vous savez, un navire, c'est 3 ans de boulot, 5 millions d'heures, 3 à 4 000 personnes qui travaillent dessus. C'est un énorme chantier, hein, donc on a intérêt à ne pas faire d'erreur. Et alors un jour, cet ingénieur chimiste diva au chantier de l'Atlantique, à Saint-Nazaire, tous les mercredis, allait avenue Kléber à Paris, au siège d'Alstom, Jacques Alstom à l'époque. Et un jour, il s'achète une superbe Mercedes blanche, une grosse Mercedes, dont il était très fier. Et son gamin lui dit « Écoute papa, demain j'ai pas école, est-ce que tu m'emmènes à Paris? Parce que je veux essayer la voiture. » Le père dit « Bon ok, on se lève tôt, je te préviens, on part à 5 heures. » Très bien. Et donc, à 5 heures du matin, ils partent. Ils partent, et grosse Mercedes, très confortable, et tout ça, sur l'autoroute. À l'époque, il n'y avait pas 80 dans les... Hein, c'était 160, 170, enfin bon, ils filaient. Le gamin était ravi. Et à un moment, alors qu'il était en train de doubler un semi-remorque, un 38 tonnes, au moment où il le doublait, certainement le chauffeur du 38 tonnes s'était endormi, il lui a coupé la route et l'a rabattu contre le rail de sécurité. Ils se sont crachés à 170 à l'heure. L'ingénieur chimiste est mort sur le coup, le père. On emmène l'enfant dans un triste état à l'hôpital d'Angers. C'est sur la ligne Le Mans-Angers, enfin bref, cet itinéraire. On emmène l'enfant aux urgences de l'hôpital d'Angers. Le chirurgien, le réceptionnant aux urgences, dit « Je ne peux pas l'opérer, c'est mon fils. » Qu'est-ce qui se passe? Merci. Qui a dit ça? Vous avez droit à 2 barils de dash et 10 mètres de rail. 10 mètres de rail, oui, parce qu'après c'est lourd à porter. Bravo. Mais oui, c'est la mère. Mais quand je dis le chirurgien, je vous envoie une information masculine qui va vous tromper et qui va vous figer dans une image masculine. Comment? Le père est mort, il me dit c'est mon fils. Eh bien oui, mais la mère aussi peut être chirurgien. Pardon? C'est une histoire fausse, bien sûr, comme tout ce que je dis. Oui. L'un, attendez, parce que là, moi, je suis lent. À ce niveau-là, l'un est le père du fils. Oui. Ah, il avait déjà des billes, le monsieur, là. Il avait des billes. Donc, voyez le pouvoir des projections. Donc, on peut partir sur des fausses pistes de conscience. C'est de ça dont je veux parler. Hein. N'oublions pas, c'est pas simplement... C'est qu'on peut partir très très vite et très très fort sur des fausses pistes, et tous ensemble en plus. Parce que si en plus, comme tout à l'heure, il y en a un certain nombre qui sont d'accord entre eux, les autres vont suivre. Hein. Il suffirait grosso modo, la masse critique, c'est environ 5% de gens d'accord, vous en avez 95% qui suivent. À peu près, hein. C'est à peu près le... Bref, donc nous devrons faire très attention avec cet intellect, avec ces projections. Donc je répète, positionnement psychologique, horizons mentaux et projection. Maintenant, le quatrième, et j'arrête là parce que vous pourriez y en avoir 1000, il y en a d'ailleurs, le quatrième que j'ai retenu pour aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les mémoires associées. Alors là, vous voyez,
Il y a des mémoires associées ici, et il y a des mémoires associées dans l'intellect, parce que c'est le logiciel, et il y a des mémoires associées au niveau du subconscient. On va voir comment ces mémoires marchent, comment elles fonctionnent. Et là encore, j'ai un petit exercice. Ça vous va, en fait, hein? Ça va, ça réveille, c'est bon. Hein? Bon, qui c'est qui veut jouer avec moi? Je veux une seule personne qui a le courage, c'est-à-dire la mémoire des victoires passées. Qui veut jouer avec moi? Vous voulez bien jouer avec moi? Merci Odile. C'est Odile, hein? Bon. Mon databank. Bon, voilà. Je vais vous poser des questions idiotes auxquelles vous répondrez spontanément. Non, non, mais sans réfléchir. Je vous demanderai de ne pas réfléchir. Je vous demanderai de réfléchir, de répondre absolument spontanément, sans réfléchir. À la suite de ces questions, je vous poserai une question qui n'a pas grand-chose à voir, à laquelle vous devrez répondre spontanément également. D'accord? Alors, vous avez 49 personnes qui sont observatrices de votre spontanéité. Je lui mets le stress, là. Là, je la manipule, je la mets le stress. Bon, alors, allons-y. Dites-moi, et répondez-moi spontanément, s'il vous plaît. C'est de quelle couleur, cela? Et ça? Et ça? Et le caillou, là? Blanc. Et ça? 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 Continuez. Ça? Ça? Que boit la vache? Que boit la vache? Le jour où vous voyez une vache boire du lait, vous m'appelez. Merci, merci Odile. Pardon? Oui, mais qu'à la maison Chapoutier. La vache boit du vin. J'adore cette culture, surtout cette viticulture. C'est extraordinaire. Mais et elle avait un petit goût, un persillé, je vous raconte pas. Tout ça pour dire que je peux vous faire dire à peu près ce que je veux. Bon, il ne faut pas exagérer non plus, pas n'importe quoi, mais c'est pour dire que, et merci hein, Odile, pour avoir été spontané, rassurez-vous, vous faites partie du club des 100 000 qui passent par là. Hein. Donc, en fait, nous sommes véritablement manipulés par nos perceptions sensorielles et par nos mémoires. Blanc, 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 que boit la vache? Du lait. Ça paraît évident. Et donc, on rentre dans un truc complètement fou, qui échappe à toute logique, qui échappe à toute intelligence, entre guillemets, à toute analyse. Et voyez, alors quand on dit « faut vivre avec ses instincts » et tout ça, doucement, hein. On y va doucement là-dessus. Parce qu'on peut être très très bien manipulé. Là, on n'a pas beaucoup de temps, je sais pas que... donc je ne vais pas vous en faire d'autres, mais j'ai plein d'exercices qui montrent à quel point nous sommes, quelque part, dans notre processus d'analyse. On doit fonctionner avec ces paramètres, les 4 que je viens de vous citer, le dernier étant les mémoires associées. Bon, ça va, c'est clair jusqu'à présent? Donc, mon intellect, avec son logiciel, va prendre des décisions, va analyser, synthétiser et prendre des décisions, faire des choix. Nous sommes aujourd'hui, à l'instant où je parle, le résultat de tous nos choix depuis notre naissance. Nous sommes face à notre création. On ne va pas engueuler le gouvernement, on ne va pas engueuler personne pour dire « tu m'as fait ci, tu m'as fait ça ». On a décidé. C'est ça que... Et là, cette conscience que je suis maître de mon destin, que j'en suis le souverain, c'est une chose que l'on va devoir intégrer dans l'élaboration de notre conscience. Nous sommes nés nus, nous repartirons nus, on n'avait rien en arrivant, on n'aura rien en partant, de physique j'entends, parce que
c'est une autre affaire si on parle au niveau des mémoires de l'inné, de l'essentiel. On garde beaucoup de choses. Mais ça, c'est la deuxième étape. Donc je pense, j'analyse et je décide, et là, je rentre dans les mémoires. Toute action que j'ai engagée, que j'ai initiée, va laisser une trace. Et cette trace va comment dire, rentrer dans l'organisation de la mémoire. On parlait hier soir du management du sommeil. Dans le sommeil paradoxal, la 5e phase d'un cycle de sommeil, donc il y a 2 phases de sommeil lent, 2 phases de sommeil rapide, et une phase de sommeil paradoxal, le rapid eye movement, les mouvements rapides des yeux, corps tétanisé, activité cérébrale extrêmement importante, et les yeux qui partent dans tous les sens. Et là, c'est dans ces 15 à 20 minutes de sommeil paradoxal, 15 minutes environ, par cycle, eh bien, c'est là que nous réorganisons la mémoire. Quelqu'un qui ne peut pas bénéficier de sommeil paradoxal va mourir. Et quand on prive, dans les expériences qui ont été faites, on a privé les gens de sommeil, eh bien, quand on leur permet de se rendormir, le premier sommeil dans lequel ils rentrent, c'est le sommeil paradoxal. Ce sommeil paradoxal est le sommeil de la réorganisation, c'est la phase de sommeil de réorganisation des mémoires, et c'est très très important. Vous n'avez pas remarqué qu'on peut se coucher avec un problème, on se réveille avec une solution? Pardon? La nuit porte conseil, absolument. Et donc là, quand on arrive à ce stade-là, il nous faut comprendre que les choix que l'on va faire vont déterminer la nature et la qualité des mémoires que je vais engranger. Et ce matériel de mémoire disponible est en fait la matière première de la création de mes pensées. Suivant les mémoires auxquelles je me réfère, j'aurai un certain type de pensée. Alors dans ce qu'on a entendu ce matin avec Jean et avec Marie cet après-midi, je pense qu'on a eu beaucoup d'informations sur les fréquences, sur les espaces vibratoires. Toute mémoire ici, dans le subconscient, a une signature émotionnelle. Cette signature émotionnelle va la mettre en haut de la hiérarchie des mémoires, ou au milieu, ou en dessous, suivant les cas, suivant les personnes et les situations, mais chaque mémoire a une signature émotionnelle, c'est-à-dire qu'elle a une signature vibratoire. Et ce que j'entendais ce matin, je sais pas, c'est Michel qui parlait de ça, l'odeur de la maison de la grand-mère, que 80 ans après, enfin, j'ai une mémoire olfactive, entre parenthèses, la mémoire olfactive, le sens olfactif est le sens le plus archaïque, hein. Au-delà de la vision et tout ça, c'est le premier, véritablement. Et c'est un piège à mémoire, le nez. Bon, je ne suis pas un spécialiste, il y en a ici des spécialistes, mais la qualité des mémoires que j'intègre va déterminer la qualité de mes pensées, et en déterminant la qualité de mes pensées, va déterminer la qualité de ma vie. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Ce qui reste à faire, à mon avis, c'est de construire un mécanisme paisible. Marie nous parlait tout à l'heure des ondes. Les ondes gamma, bêta, alpha, theta, delta, qui sont des fréquences émises par le cerveau. On dit qu'un cerveau est en alpha quand plus de 50% des productions d'ondes sont alpha, c'est-à-dire entre 8 et 12 Hertz, je crois, hein, globalement. Ce qu'il nous faut peut-être apprendre, c'est avoir un œil paisible, un œil serein sur soi, sur les situations, sur les autres. Il se trouve que la fréquence alpha est une fréquence incroyablement productive et créative. À une certaine époque, je travaillais sur ce qu'on appelait le photo reading.
la lecture photographique, avec l'école de Yokohama, au Japon. Pour vous donner un exemple, donc ces gens-là, ces élèves, travaillaient sur la concentration sur un point pendant je remonte parce que j'en vois qui tourne la tête. Ils travaillent pendant des semaines à se concentrer sur un point et ne voir que le point. Ça paraît bizarre, hein? Ensuite, quand ils ouvrent un bouquin, ils vont lire 3 points sur le bouquin, sur les 2 pages. Un là et un là. Une sorte de triangle. Et ils tournent les pages. Un individu en onde bêta, normale, concentrée, tel qu'on est, va lire maximum 700 idéogrammes minute. Je parle des Japonais, parce que là-bas, c'est des idéogrammes. Vous mettez cette personne dans un état alpha. On a 3 niveaux alpha, alpha 1, alpha 2, alpha 3. En fait, c'est des pourcentages. Hein, c'est d'ondes produites par le cerveau. Alpha 3, on est à 80% d'ondes alpha. Un état alpha 1, c'est un état où on est à peu près à 50% d'ondes alpha, plus toutes les autres qu'on produit, θ, bêta et tout ça. Enfin, elles sont toutes là. Il faut savoir que les ondes bêta, entre parenthèses, sont extrêmement dangereuses. Hein. Parce qu'on en parlait tout à l'heure à table, mais un individu qui a un QI de bon niveau, disons un QI de 120, un quotient intellectuel de 120, eh bien, si vous le stressez, vous le mettez en panique, vous allez voir son QI descendre à 100, à 90, à 80. Il faut qu'il fasse attention, parce que même très intelligent, en panique, s'il atteint un niveau de 80 et en dessous, c'est un niveau de débile. C'est-à-dire qu'un individu intelligent, sous l'emprise des émotions, perd tout son discernement, perd sa lucidité. La colère, enfin, la jalousie, l'envie, enfin, toutes ces choses-là qu'on avait... Je sais pas, Jean, c'est toi qui parlais de mémoire noire, non? Les mémoires blanches, les mémoires noires? C'est Marie? Mais vous êtes tellement proches l'un de l'autre, je vous confonds toujours. Mais... Et... Ce qu'il nous faut, c'est intégrer, autant que faire se peut, des mémoires qui nous font du bien. Ça suppose un état d'esprit particulier. Je ne connais pas cette personne. Est-ce que j'ai un a priori positif ou négatif? Forcément. Donc j'intègre une mémoire positive. Et quand je vais penser, je vais partir d'un terreau positif. Et tout le travail de souveraineté consiste à maîtriser ce mécanisme-là. Parce que la qualité des mémoires détermine la qualité des pensées, qui détermine la qualité de l'activité de l'intellect, qui va déterminer l'engrangement de nouvelles mémoires, qui vont donner de nouvelles pensées, et on est comme ça dans un cycle. Si je pars d'une mémoire négative ici, j'aurai une conscience négative. Tout le processus devient négatif. Et ça a été expliqué tout à l'heure. Si je pars de mémoire positive, ça sera exactement l'inverse. Donc il nous faut apprendre, et là c'est du boulot, hein. Je reviens à ce que tu disais Marie, c'est vraiment du boulot, à se regarder soi et à regarder l'autre différemment. Qui ai-je en face de moi? Une reine. Une reine. Une belle reine. Un beau roi. Vous vous sentez beau roi? J'ai en face de moi des êtres souverains. Là, il y a un univers souverain. Là, il y a un univers souverain. Il y a 50 univers souverains qui se rencontrent. Ces univers souverains doivent être, dans ma conscience, perçus comme un univers souverain. Vous avez une totale légitimité à régner sur vous-même, non? On est bien d'accord. Et donc, déjà, la première chose, c'est le regard. Le regard porté. Et si j'ai un regard positif, j'ai forcément un pote. Vous voyez? Mais c'est surtout, j'ai un roi en face de moi que je respecte. J'ai un souverain en face de moi que je respecte. Que ce soit un enfant, un vieillard ou un adulte, c'est la même chose. Ça veut dire changer de regard sur les autres. Mais la condition sine qua non, pour cela, c'est de changer de regard sur soi-même. Vous avez tous été d'accord pour dire que si vous êtes là, c'est que vous l'avez décidé. Vous avez été d'accord pour dire
que votre vie d'aujourd'hui est le résultat de vos choix depuis votre naissance. On est bien d'accord toujours. On est toujours face à sa réalité. On a le choix de construire notre réalité et une réalité merveilleuse. Quand Jean nous parlait ce matin des 11 dimensions, ou des 7 dimensions dans lesquelles on évolue avec la musique, moi au départ j'ai un passé de violoniste. Un jour, je conduisais un séminaire en Inde et on avait fait 2 jours de séminaire sur la stratégie. Et le patron, c'est une grosse boîte, il vient me voir, il me dit « Oh, j'ai bien aimé votre séminaire, là ça nous a remué un peu, ça nous a décollé le bulbe, c'était bien, parce qu'en 2 jours on a le temps de décoller le bulbe, hein. On a le temps de faire des expériences pratiques. » Il me dit « C'était vraiment bien, j'ai bien aimé. » Il me dit « C'est quoi votre background? INSEAD, MIT, Harvard ?» Enfin, il s'attendait. Je lui dis « Non, j'ai appris le violon. » Je dis « Attendez, je ne comprends pas là. Vous faites un séminaire de stratégie, de management, et vous êtes au départ un musicien. Je ne comprends pas. » Je dis, pourtant, on a quelque chose en commun. Quelle est la recherche du musicien et quelle est la recherche du leader ou du manager? Il y a un mot. Merci. Voilà, c'est dit. On est en recherche d'harmonie. Le musicien va harmoniser des sons. Le leader, le manager va harmoniser des âmes, des états d'âme, des émotions, des pulsions, des envies, des désirs. C'est incroyablement compliqué, la gestion des ressources de l'homme. Je ne parle pas des ressources humaines, hein, comme on l'entend, parce qu'on voit les DRH aujourd'hui, ça veut dire faire plans sociaux, on vire et tout ça. Ce n'est pas du tout ça. Là, on parle de la ressource de l'homme. Et la ressource de l'homme, c'est la chose peut-être la plus compliquée qui soit, parce que ça fait intervenir toute une dimension sensible, par opposition à l'intelligible. Vous voyez, on est aujourd'hui dans une culture de l'intelligible, avec les nouvelles technologies, le transhumanisme, les algorithmes. Là, en ce moment, les banquiers travaillent, ils s'arrachent les cheveux parce que tous leurs métiers vont changer, le trading et tout ça va changer. Parce que maintenant, avec Watson, enfin les énormes logiciels, on n'a plus de salle de trader, c'est pas nécessaire. Et c'est des types qui se faisaient quelquefois 1 million à la journée. Ils en perdaient 2 le lendemain, hein, mais ça, c'est pour dire. Donc les salles de trading n'existent plus. Aujourd'hui, ce qu'un employé peut faire, l'ordinateur va le faire 10 000 fois plus vite, au moins. Donc on est véritablement dans un changement de paradigme, un paradigm shift, un changement de paradigme qui va faire qu'aujourd'hui, tout va se situer, ça c'est mon interprétation, je ne vous demande pas de me croire, sur la singularité. Le patron du conseil d'administration d'Apple disait dernièrement dans une conférence, le seul capital que chacun d'entre nous va pouvoir garder et qui sera extrêmement précieux, mais pas forcément facile à garder, c'est l'identité. Nous rentrons dans une culture où il y a négation de l'identité avec les data, les big data. Vous voyez, par exemple, Google a vendu 90 millions de données. Donc 90 millions de personnes sont passées à la trappe, vendues par Google. Google, en 2014 d'ailleurs, rien que pour information, non, c'est Facebook, pardon. Là, je vais parler de Google. Google a vendu aux alentours de 60 milliards de dollars en 2014, les données qu'il a filées à la NSA, la CIA, le FBI, etc., etc. Comment? No. You're right. Nobody knows. Et on ne sait pas, mais enfin, ceci dit, si moi je tape sur mon ordinateur, je ne sais pas, un musicien, Herbie Hancock, eh bien, avec les algorithmes, ils vont m'envoyer la prochaine fois tous les Herbie Hancock et tout ce qui s'apparente à Herbie Hancock. C'est le travail des algorithmes. Là, on sait déjà, on a des traces comme quoi nous sommes véritablement identifiés. Et ce qui va certainement déterminer ce changement culturel,
c'est cette prise de conscience de chacun d'entre nous, de son identité, de sa souveraineté, de sa différence. Nous sommes tous des êtres différents, incomparables et indispensables. On m'a toujours dit, oh, tu sais, les cimetières sont pleins de gens indispensables. Ils ne le sont plus s'ils sont au cimetière. Mais dès lors que l'individu est vivant, il est indispensable parce que, et là je reviens à ce que Jean disait ce matin, je pense que mais ça c'est que moi encore, hein, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais je pense que chacun d'entre nous porte une intention divine. Et chacun d'entre nous va expérimenter une intention divine à sa façon. C'est ce qui fait nos univers. Mais nous sommes tous porteurs d'une intention divine. C'est comme ça que je le ressens. Et pour revenir à ce que Rémi disait en introduction à propos de l'étrange attracteur, on a beaucoup travaillé sur les systèmes auto-organisés. Les systèmes auto-organisés, vous êtes un système auto-organisé. Un système auto-organisé, c'est un écosystème, c'est vivant. Par opposition au système mécanique, qui sont dépendants d'une source extérieure d'énergie. Un système auto-organisé, par définition, se débrouille tout seul. Donc, tout le règne du vivant, ce sont des systèmes auto-organisés. Dans les années 1940, il y a un homme qui s'appelle Mandelbrot, qui est le père des fractales, qui a travaillé avec Ruel, qui faisait des recherches sur la théorie du chaos. Et à l'époque, les ordinateurs, vous voyez, ils étaient gros comme la moitié de la pièce, ils avaient un écran grand comme ça. Hein, on était au balbutiement de l'informatique. Et ils ont essayé de modéliser le chaos. C'était assez facile, en fait. C'était une équation de départ avec des itérations aléatoires. Vous voyez, on change un tout petit bout de quelque chose dans l'équation, puis on voit comment ça évolue. Et donc, ils ont mis dans l'ordinateur une équation avec des itérations aléatoires, randomized iteration, c'est comme ça qu'ils... Et ils ont regardé. Et chaque itération, donc ils ont fait tourner les bécanes dans le laboratoire, et chaque itération apparaissait sur l'écran comme un point blanc. Ils savaient que quand un point blanc apparaissait sur l'écran, il y avait là une itération. Donc, ils ont fait tourner les machines pendant des semaines. Je crois que c'est aux alentours de 3 semaines. Ils ont trouvé un verre de lait. Là, je sens un message faible, un signal faible à tendance lourde. J'arrive. Et donc, et j'en conclus avec ça, parce que c'est intéressant, et donc pendant 3 semaines, les points blancs apparaissaient sur l'écran sans aucune capacité de prévoir où ils arriveraient et comment ils arriveraient. Donc, au bout de 3 semaines de cette espèce de chaos sur écran, un matin, Mandelbrot rentre au labo, et là, que voit-il sur l'écran? Une image magnifique, comme un oiseau à 3 ailes, ou une fleur à 3 pétales, d'une symétrie, d'une esthétique, d'une beauté extraordinaire. Et ils se sont, parce qu'ils travaillaient avec Ruel à l'époque, ils se sont rendus compte qu'en fait, qu'au cœur du chaos, il y a un ordre. Et cet ordre, c'est un ordre d'information, c'est une information qui va déterminer tout le développement du système. Et lui, il a appelé ça l'étrange attracteur, l'attracteur étrange. C'est-à-dire qu'en chacun des systèmes auto-organisés que nous sommes, il y a un étrange attracteur, une information de base qui va déterminer et qui va dire comment nous allons nous développer. Je vais vous donner il y a une graine en nous. Et cette graine va dire qui nous serons. Qui nous sommes et qui nous serons. Si je vous donne une graine de maïs, vous savez que vous n'aurez pas de poireaux. Si je plante une noix, je n'aurai pas un radis. C'est une question de mémoire. Hein, il n'est pas programmé, la noix n'est pas programmée pour faire des radis. Ce que je veux dire, c'est que l'information de départ va être déterminante pour toute l'évolution du système. Si l'information est forte, puissante et qu'elle fait sens, on va avoir un système qui va se développer de façon très très harmonieuse et qui va avoir un succès fou. Si l'information est biaisée au départ, c'est-à-dire, et là je parle de conscience, si j'ai une conscience erronée de qui je suis, j'aurai forcément une conscience erronée du monde autour de moi, et j'aurai une conscience erronée de l'autre en face de moi. C'est ça qu'il nous faut savoir. Donc,
l'intérêt, et tout notre travail était là-dessus, c'était d'aller à la recherche de cet attracteur étrange que chacun d'entre nous possède. Cet attracteur, là je l'affirme, vous pouvez ne pas me croire, mais moi je l'affirme. Chacun d'entre nous a un attracteur royal, souverain, une information de départ qui est magnifique, qui est logée dans ce qu'on appelle l'inné. Là, qui viendra derrière, viendra s'ajouter, mais il y a un inné magnifique. Et chacun d'entre nous a un inné magnifique. Un attracteur étrange, souverain. À nous de le trouver. Et là, je pèse mes mots en disant cela. À nous de trouver cet attracteur étrange. Moi, personnellement, je l'ai appelé le gouvernail esthétique. Le gouvernail esthétique, c'est la rencontre de l'intelligible et du sensible. Vous savez, chez les Grecs, pour toute action et toute décision prise, il y avait une partie sensible et une partie intelligible. La partie intelligible, les Grecs l'appelaient ça les noétas. C'est les objets de la logique. Et puis, c'est comme une médaille à deux faces. Il y avait une face intelligible, objet de la logique, et l'autre face, sensible, objet du sensible. D'un côté, l'objet de la logique, de l'autre côté, l'objet du sensible. C'est la raison, c'est d'un côté la raison, le rationnel, et puis de l'autre côté, l'intuition, les perceptions, l'émotionnel, etc., etc. Aujourd'hui, dans nos modes d'organisation de nos entreprises, nous avons privilégié l'intelligible parce qu'il est quantifiable, mesurable, on peut vérifier. Le sensible, c'est très difficile. C'est pour ça qu'on est parti dans une société extrêmement technologique avec un déficit de sensible très important. Et en Inde, ils me disaient toujours « There is no business growth without maturity growth ». Il n'y a pas de croissance business si la maturité de gens qui le gèrent ne monte pas en même temps. Nous sommes aujourd'hui dans une rupture civilisationnelle, ça c'est mon sentiment, c'est mon interprétation, qui fait qu'on est arrivé tellement haut dans l'intelligible, on ne sait pas ce qui se passe. Tous les découvertes au niveau des militaires, dans le domaine scientifique, on est 50 ans en arrière par rapport à ce qui se vit maintenant. Jean Stone nous parlait souvent de ça. Les grandes découvertes scientifiques, il faut attendre 50 ans avant qu'elles trouvent une dimension pratique. Et là, on est parti à fond dans l'intelligible parce qu'il est mesurable, quantifiable et négociable. Et le sensible, on ne sait pas trop comment faire. Mais, fort heureusement, grâce à des initiatives comme ici, aujourd'hui, et puis bien d'autres, à Paris et ailleurs, et dans le monde entier, il y a des gens qui ont dit, bon, ben, ça va maintenant, il va falloir essayer de retrouver un peu de sens dans tout ça. Et l'attracteur étrange que chacun, et je le répète, chacun d'entre nous est un système auto-organisé avec une information au départ qui est une information souveraine. Dès que je m'éloigne de cette information souveraine, j'ai des problèmes de vie. Je rencontre des obstacles. Dès que je m'en rapproche, ça va tout de suite mieux. À nous de le trouver. Alors je vais vous dire, grosso modo, cet attracteur étrange, ce gouvernail esthétique, et là j'arrête, on est bon là, ça va? Non, parce que c'est intéressant. C'est intéressant, pour trouver son gouvernail esthétique ou son attracteur étrange, il y a 3 choses à savoir. Il y a 3 questions auxquelles il faut répondre. La première question, pourquoi suis-je là? Quelle est ma raison d'être? Je suis ici parce qu'il y a... Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que ce projecteur a une raison d'être? Oui? Le plancher aussi? Le ciel aussi? La lumière aussi? Les petits oiseaux? Tout a une raison d'être, ici-bas. On est bien d'accord? Alors, quelle est la mienne? 99,9% des gens ne savent pas pourquoi ils sont là. Ah ben, mais c'est pour ça que je vous regardais d'ailleurs. Mais très très peu de gens ont conscience de la raison pour laquelle ils sont ici-bas sur cette terre. Très peu ont répondu à cette question, surtout parce qu'on ne leur a pas posé. Ils ne se la sont pas posée. Donc le premier élément, vous savez, c'est comme un quark dans un noyau d'atomes. Il y a les quarks de charme, des quarks d'étrangeté, enfin il y a toutes sortes de... Eh bien là, j'ai 3 quarks à vous proposer qui constituent véritablement
mon information, mon attracteur étrange. Un, c'est pourquoi je suis là. Il faut que je me pose la question. Quelle est ma raison d'être? Et en quoi suis-je utile aux autres? Ça, c'est la première question. La deuxième question à laquelle il faut répondre, avec cette raison d'être, de quoi suis-je équipé? Quels sont mes talents, mes ressources? Là, il faut aller voir Patrick Vizier, avec qui j'ai bossé pendant 10 ans sur des protocoles sur ce sujet. Patrick Vizier, c'est le monsieur qui a racheté une technologie à la chute du mur de Berlin qui s'appelle Quantic Potential Measurement et qui est capable de vous faire une carte émotionnelle sur votre conscience de soi, maîtrise de soi, conscience de l'environnement, impact sur l'environnement, qui va vous dire... C'est fantastique, on envoie un courant d'1 volt 27 dans le corps, c'est moins qu'un portable, hein. Et pendant 36 secondes, c'est très peu. Et là, on va récolter 540 paramètres. Et ces 540 paramètres vont nous dire tout sur notre motivation, sur notre capacité à communiquer, à conduire, à discerner, à changer. Enfin, ça va nous donner énormément d'informations. Ce qui est important, donc, première question, quelle est ma raison d'être? Pourquoi suis-je là? 2, quels sont les équipements, qu'est-ce que j'ai dans mon sac à dos, entre guillemets, pour satisfaire à cette raison d'être? Quels sont mes talents? Et j'en ai. Ça, c'est la deuxième question. Je la résumerai en disant, quelles sont mes valeurs? Qu'est-ce qui a de la valeur en moi? Ce n'est pas forcément des valeurs morales, éthiques, ça peut, hein, bien sûr, mais qu'est-ce qui a de la valeur pour moi et que je possède? Ça, c'est la deuxième question. Et le troisième quark, entre guillemets, c'est ma vision. Pour faire quoi? Je suis ce que je suis, mais pour aller où et pour faire quoi? Je vais vous prendre un exemple. Vous pouvez avoir deux personnes qui ont la même raison d'être, 2 alpinistes par exemple. Alors il y en a un qui va monter la colline d'en face, et puis l'autre va faire l'Everest. C'est 2 visions totalement différentes. Alors est-ce que j'ai la vision dans ma vie de la colline d'en face, ou est-ce que j'ai la vision de l'Everest, d'atteindre des sommets? Vous allez me dire, c'est une question d'ambition, c'est peut-être une question d'ego, d'arrogance, d'orgueil, de fierté, je ne sais quoi. Mais il nous faut savoir, quel est mon rêve? Quel est mon rêve? Si je sais pourquoi je suis là, ce dont je suis équipé, et quel est mon rêve, eh bien, j'ai trouvé mon attracteur étrange, j'ai trouvé mon gouvernail esthétique. Et en conclusion, je dirais, rêve-toi et marche. Voilà. Merci à vous. Bon, ben merci. Alors Rémi, j'attends ta question avec impatience. Ah ben difficile. Alors, ma question, elle va, si tu vas me dire si j'ai bien compris, qu'une fois qu'on a intégré ce mécanisme-là, en fait, ce qu'on a intérêt à faire pour nous-mêmes, c'est d'apporter de la paisibilité dans ce circuit. C'est-à-dire, c'est ça? C'est tout à fait ça. Voilà, c'est-à-dire d'apporter du calme, de la tempérance. Voilà. Alors, je ne sais pas comment ça se fait au quotidien, sans doute, avec de la méditation ou autre. Non, mais... Oui, peut-être. Excuse-moi. Enfin, la méditation, moi, c'est mon sport. J'adore ça. Je me lève tôt le matin pour méditer. Je me régale. Je m'endors en méditant. Entre 2 cafés, mais tu parles de sérénité. La sérénité, il y avait eu un séminaire bouddhiste là-dessus. Il passait dans les chambres de commerce. Sérénité et efficacité. Comment puis-je arriver à cet état de sérénité? Parce que c'est le plus haut niveau de performance, la sérénité. Enfin, c'est le champ, les fréquences dans lesquelles on s'exprime au mieux. On a tous tendance, et ce qui nous rend pas toujours serein, c'est le sentiment qu'on ne va pas y arriver. On est tous en quête de perfection, mais c'est inatteignable, quoi. La perfection, ça n'existe pas. On a tout entendu là-dessus. Moi, je ne suis pas d'accord. La perfection, ça existe. Je vais raconter une petite histoire, la dernière, pour répondre à ta question. Si vous allez à Florence, sur la grande place de Florence, il y a le David.
hein, de Michelangelo. C'est une statue de 5 mètres de haut en marbre blanc. Quand cette statue a été faite, a été élaborée, c'est une famille royale de l'Italie qui avait demandé ça à Michel-Ange. Et voilà, on aimerait une œuvre somptueuse, bref. Et donc, Michel-Ange a pris le marché. Il a été dans les carrières de Carrare, de marbre blanc. Il a mis 2 ou 3 mois à trouver le bloc qu'il lui fallait. Il fallait un bloc de 5 mètres de long, de 2 mètres de large, au carré, un parallépipède. Vous voyez un petit peu à l'époque, sans faille, sans fissure, enfin un très beau marbre. Ils ont ramené ce bloc à l'atelier et le travail a commencé. Avec des assistants, parce que c'est un énorme boulot, bref. Et ils ont commencé à tailler le David. Et puis 2-3 ans plus tard, je ne sais pas combien de temps ça a pris, le David était fini, il était prêt. Il l'a livré à la cour royale. Et une des princesses de la cour royale dit « Maître, ce que vous avez fait, vous êtes un génie, c'est la perfection absolue, je ne sais pas comment vous faites, maître, mais c'est merveilleux, comment faites-vous » Et Michelangelo lui dit « Écoutez, madame, franchement, modestement, c'est assez simple. Je me suis contenté d'enlever la pierre qui était en trop, la perfection m'attendait à l'intérieur. » C'est beau, hein? C'est beau, mais ça veut dire que chacun d'entre nous a sa perfection intérieure. Elle est recouverte par des couches d'acquis, d'expérience, de vie, du quotidien. Mais au cœur de chacun d'entre nous, il y a un diamant, il y a un joyau, il y a une pépite, il y a un être absolument sublime, qui porte une intention sublime, avec un idéal sublime. Chacun d'entre nous est porteur de ça. Le jour où une toute petite masse critique de gens arrive à intérioriser cela, que en moi, il y a la perfection. Certains disent, nous sommes des enfants du divin. Ok, mais si je suis un enfant du divin, je suis divin. Alors si je suis divin, je m'assume. Ça ne veut pas dire que je suis parfait. Simplement, je porte une intention divine et chacun d'entre nous, chacun porte une intention magnifique, qui est une intention souveraine, une intention utile. Et je crois que, oui, le travail que l'on a à faire en conclusion, pour répondre à ta question, enlever la pierre qui est en trop. La perfection nous attend à l'intérieur. Yaka. Très bien. Ben, attendez, je vais vous donner le micro, madame. Heureusement que votre copain est arrivé au bon moment, parce que nous n'aurions pas eu cette... Merci, ça c'est très gentil. Vous avez entendu tous? Parce que, oh, ben alors... Donc, madame a dit, heureusement que son copain est arrivé au bon moment. Autrement, il n'aurait pas été là pour nous partager tout ça. Oui, je crois que c'est tout à fait avoir confiance, justement, dans ce cristal qui est en nous, cet attracteur étrange, enfin, quoi qu'on l'appelle, c'est un problème de confiance. Et le jour où on rentre dans cet esprit de la confiance, je dirais, devant tous les événements, on reste serein. Vous avez tout résumé. Voilà. Prochaine fois, c'est vous qui faites la conf. Non, mais ce que vous dites est profondément... Enfin, moi, je suis totalement d'accord avec vous. C'est vraiment une question de confiance. Mais si... Confiance. Tout à fait. L'étymologie du mot. C'est-à-dire, on est dans un état de totale harmonie entre les différents éléments du système. Et c'est vrai que si je n'ai pas confiance en... Pourquoi n'aurais-je pas confiance en moi? À mon avis, je n'aurais pas confiance en moi si je ne me connais pas. Si je ne sais pas quels sont mes attributs, si mes forces et mes faiblesses, parce que j'en ai bien sûr. Mais tout est une question de confiance. On a fait un séminaire pour une banque dernièrement, 2 jours sur la confiance. Tout est basé sur la confiance. Je vous donne un billet de 10 €, vous avez la confiance qu'il vaut 10 €. Donc vous le prenez, autrement vous ne le prenez pas. Oui, j'insiste là-dessus parce qu'on a eu l'occasion de le vivre de façon forte dans un événement dramatique familial d'où il est sorti un miracle. Voilà. Merci de partager ça avec nous. Ça soutient tout à fait la démarche. Alors qui? Une autre question? Monsieur?
Il a Je l'air sens- de je pas être prends trop sûr. là, je prends des vibres de thérapeute, vous voyez. Là, je prends la vibration de thérapeute. Allons-y. Oui. Non, simplement, je parlais des divorces chez les jeunes ou les moins jeunes. Hein, Oui. Les couples qui divorcent, je ne sais pas, 80%, je ne dois pas être loin de la vérité, parce que le divorce n'est pas forcément acté, c'est dans la pratique. Bien sûr. Et la base de tout, c'est que les gens, quels qu'ils soient, ne se connaissent pas eux-mêmes. Donc on est dans l'axe que vous dites. Alors pour se connaître soi-même, après c'est tout un travail. J'en discutais avec un copain prêtre qui était sur cette question, et il répondait à ça en disant « il faut savoir vivre seul ». Profondément vrai. Il faut savoir vivre seul, absolument. Et savoir... Marie, tu mentionnais Mandela ou Jean, je ne sais plus. Donc son discours d'investiture. Mais il y a une phrase qui n'est pas apparue dans l'extrait que vous avez donné. Et cette phrase, qui pour moi m'a marqué beaucoup, c'était Mandela a dit, voyez maintenant, nous sommes libérés, nous devons apprendre à être libres. On y est là. Parce qu'on est véritablement la liberté, c'était vraiment une solitude. C'est vraiment une solitude, mais c'est une solitude sociale, c'est la solitude qui me permet de rencontrer l'autre, mais sans attachement, sans lien, avec juste un lien de cœur, mais pas un lien qui me contraint. La confiance est un très beau mot. Bonjour. Si je parviens. Oui. Si au niveau des pensées, j'élimine les pensées. Chaque fois qu'il y a une pensée qui vient, j'élimine aussitôt qu'elle arrive. Et je le remplace l'intègre par l'intuition. Et les mémoires sont effacées. Qu'est-ce qui se passe? Une pensée. Ah, voilà, on arrive encore. Alors, on a pour 3 heures. Mais je vais essayer d'être bref. Une pensée, il nous faut la laisser passer. Il faut savoir, il faut se laisser traverser par la pensée. Et surtout ne pas s'y arrêter si elle est plutôt négative. Moi, j'avais une je ne demandais pas. Je demandais, que se passe-t-il si la pensée est là, mais elle disparaît tout de suite, aussitôt qu'elle est arrivée, elle disparaît. À la place de l'intellect, c'est l'intuition, et les mémoires sont éliminées déjà. Dans quel état vous êtes? Je ne sais pas répondre à votre question parce que je n'ai pas vraiment compris la question. Non, je suis sérieux. C'est simple, en fait. Il me semble que ça ressemble un petit peu à l'exercice que vous nous avez fait au début. Oui. Lorsque vous enlevez l'ouïe, l'odorat. Oui, c'est ça, oui. Voilà. Vous arrivez à un certain niveau où il est supposé avoir rien du tout. Oui, sauf que 95% de l'univers, c'est de la matière noire. La matière noire, oui, mais la matière noire, c'est pas rien du tout. Oui, c'est quelque chose, c'est l'inverse de quelque chose. Ça reste dans la relativité. Absolument, mais parce que là, on est véritablement dans le domaine du sensible, donc c'est difficilement mesurable. Et quand vous parlez d'intuition, je comprends que c'est difficile. L'intuition, en tout cas, c'est ce que j'ai compris, c'est le 6e sens. C'est un mot de dire que c'est un 6e sens. Pour moi, si vous prenez la définition étymologique d'intuition, vous avez 2 définitions étymologiques. Hein. Vous avez la définition laïque ou païenne et la définition religieuse. La définition païenne de l'intuition, c'est accès direct et immédiat à la vérité sans l'intermédiaire du raisonnement. Consultez le petit Robert, je pense que vous aurez quelque chose de très approchant. Ça, c'est la définition païenne de l'intuition. La définition spirituelle, religieuse de l'intuition, c'est contact direct avec Dieu sans intermédiaire. Et donc, rapport direct à Dieu sans intermédiaire. Et donc, quand on parle du divin, bon, Jean nous en a parlé, Marie aussi, on a tous des idées du divin, c'est une intention, c'est... bref, on a tous notre idée. Mais quand on parle, enfin pour moi, dans ma compréhension, dans mon interprétation,
quand j'ai une rencontre ou un accès direct au divin, pour moi, j'ai un accès direct à la vérité. Aujourd'hui, nous sommes dans une société qui fonctionne dans de façon binaire en termes de bien et de mal. Ça nous fout en l'air. Il faut arrêter de penser en termes de bien ou de mal. Il faut penser en termes de vrai ou de faux. Et là, je m'inscris dans la philosophie Spinoza. Et j'adhère totalement. Est-ce que c'est vrai? Et si c'est vrai, ça va me faire du bien. Si c'est faux, ça me fera du mal. C'est automatique. Enfin, c'est ma conclusion. Hein, Je me demandais comment un système... En fait, j'imagine que ça peut marcher. Je sais que ça peut marcher. Mais justement, je crois il me semble un petit peu plus fort. Oui, pas. je sais que ça marche. En fait, je posais la question, mais je sais que ça marche. je le fais depuis 35 ans. J'élimine les pensées, je remplace les pensées par l'intuition. Et les mémoires, je suis en train d'effacer tous mes disques durs. Et donc, je vais commencer à fonctionner par le biais de l'univers. C'est-à-dire mon moi disparaît, est en train de disparaître. Et qu'est-ce que vous dites, vous effacez le disque dur et vous fonctionnez avec l'intuition. Ouais. C'est quoi fonctionner avec l'intuition pour vous? Avec Dieu. Donc, oui, voilà, bonne réponse. Oui. Dans votre interprétation, c'est parfaitement cohérent. Enfin, encore une fois, comme vous le dites, c'est mon interprétation. Oui. Moi, je pense que ce qui nous fait du bien à nous, les humains, c'est d'être vrais. Arrêtons de nous cacher derrière nos personnages. J'ai vécu pendant 35 ans une vie ascétique. Je ne vais pas vous raconter ma vie, mais une vie vraiment ascétique. À savoir, pas d'alcool, pas de tabac, végétarien, pas de sexe, lever à 3h30 du matin, etc., etc. 35 ans, ça a duré. J'y suis encore, je continue l'étude, mais j'ai changé quelques principes. Ce que j'ai appris à travers tout ça, c'est que, et ça revient à ce que nous disait Rémi, moi, ma recherche, c'était la recherche de la sérénité. Je veux la paix. Et j'ai compris que pour avoir la paix, il me fallait la pureté d'intention. Vous voyez, bon, ici c'est propre, si je mets un pneu de tracteur ici, ça fait désordre. La chose n'est pas à sa place. Donc on est, quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. On n'est pas dans l'harmonie. Et pour moi, la pureté, ce que j'entends par pureté, c'est justement cette pureté d'intention, cette pureté de pensée, cette pureté de comportement, cette pureté de regard, cette pureté de relation et de communication avec l'autre. J'ai besoin de ça. J'ai besoin qu'il m'envoie du frais, du pur, qu'il ne m'envoie pas du frelâtré. Et on avait une discussion hier soir à table, et on est aujourd'hui dans la position de personnage, ou plutôt de comédiens qui jouent un personnage et qui se sont identifiés à leur personnage. On est identifié à notre personnage. Quand j'avais 3 ans, j'étais pas consultant, j'étais pas un mec, j'étais pas français, j'étais pas charentais. Mon identité, au fur et à mesure des acquis, je me suis construit une identité, j'arrive à plus de 60, et puis bon, ben voilà, je me suis fait mon identité. Mais ça, c'est mon personnage. Et ce que la méditation va nous apprendre, c'est de sortir du personnage, aller en coulisses et trouver le moi, le comédien qui joue le personnage. Je ne suis pas ce que vous voyez. Vous n'êtes pas ce que je vois. Vous voyez ce que je veux dire? On tombe amoureux de quelqu'un. Tout le monde est tombé amoureux, là, ça va, personne n'est malade, c'est bon. On tombe amoureux de quelqu'un. On tombe amoureux de quoi? On tombe amoureux de l'image que l'on a construite de l'autre. Et on tombe amoureux de cet être idéal que l'on a perçu comme vraiment exceptionnel. Et au départ, c'est bon. Ça nous emmène dans des espaces, dans des dimensions. Enfin, chacun connaît la dimension transcendantale de la rencontre amoureuse. On est vraiment dans la transcendance. Et puis, on s'en éloigne doucement. Et vous savez pourquoi? En partie, c'est parce qu'on veut que l'autre corresponde à l'image qu'on s'est fait de lui. On est tombé amoureux de ton image, alors maintenant, pour 20 ans, tu la gardes, cette image. Autrement,
Et comme l'autre et moi-même, on s'éloigne tout doucement de l'image, parce que vous avez vu quand on est amoureux, là il y a de l'entropie des relations amoureuses. Il y a un été, il y a un printemps de l'amour, un été, un automne et un hiver. C'est comme ça. Becbédé appelle ça l'amour dure 3 ans. Mais il y a une entropie dans la relation amoureuse. Mais il y a aussi de la négantropie. L'entropie, c'est la deuxième loi de la thermodynamique qui fait que tout système organisé au départ aura tendance à arriver et comment dire, va tendre vers le chaos, et va tendre vers le désordre absolu. Il y a un monsieur avec qui, d'ailleurs, j'ai eu l'honneur de travailler, qui s'appelle Ilya Prigogine, qui a travaillé sur les structures dissipatives. On a fait un séminaire sur le thème « Y a-t-il de la créativité en science ?» Intéressant. Et dans ce séminaire, Prigogine nous a parlé des structures dissipatives. On est aujourd'hui en plein moment de structures dissipatives. On arrive à la fin de l'hiver. On est à la fin du cycle annuel et vous avez vu les bourgeons, les fleurs, ça commence à sortir. Eh bien, il y a l'ordre nouveau qui se met en place pour tout un cycle. C'est-à-dire que au bout du chaos, il y a un ordre. Et c'est ce que Prigogine a démontré avec son concept des structures dissipatives. Mais ça revient à ce que dit Mandelbrot avec l'attracteur étrange. L'ordre est là, inhérent au cœur du chaos. Et l'ordre, c'est la vérité du soi, c'est la pureté du soi. Notre travail, c'est juste de revenir au printemps de nous-mêmes, au printemps de nos amours, au printemps de notre boulot, au printemps de nos rêves. Là, il y a du boulot. Mais c'est quelque chose de beau, quoi. Parce qu'en plus, on peut le faire ensemble. Hein, ça, c'est pas, on n'a pas besoin d'appartenir à une religion, une philosophie particulière. On est totalement neutre. Et vive les scientifiques, vivent les moines, les prêtres, les philosophes, les chercheurs, comme disent les Anglais, les seekers, c'est ces gens qui... Hein, les buveurs, je suis désolé, oh là là là, la gaffe, j'ai oublié. Donc 2 fois les buveurs. Mais, Michel, il y a quelque chose que j'aime boire, moi. Le nectar. J'aime le nectar. Quand tu nous as offert ce vin hier soir de vendange tardive, hein? Là, j'avais l'impression, j'avais un nectar dans la bouche. Alors, vive les buveurs. Ok. Ah, la réponse du buveur, précisément. Une remarque et une question. J'aimais bien l'analogie de la rencontre amoureuse. Alors c'est vrai qu'on peut tomber amoureux d'une image, mais aussi on se donne une image, on est dans le paraître, c'est-à-dire qu'on planque ses défauts et on vend une image à l'autre qui n'a pas de défaut, et après les turbulences et la découverte mutuelle des défauts qu'on n'imaginait pas. Et ça m'amène après à un questionnement qui était de dire, un des problèmes de notre décadence, c'est probablement qu'on est beaucoup plus dans le paraître que dans l'être. Et cette obsession du paraître, est-ce que c'est un problème purement humain ou c'est le problème de notre monde occidental qu'on a peut-être moins dans d'autres mondes, ou est-ce une perte de morale ou de... Voilà. Pourquoi on est aujourd'hui tellement dans le paraître. Tellement dans le paraître et qu'on en oublie l'être. J'aurais pas beaucoup de réponses, j'en aurais une. Manque de respect de soi. Manque de respect de soi. Si je ne me respecte pas, si je ne respecte pas l'intention que je porte, si je ne respecte pas la personne que je suis, je commence à me comparer et j'essaye de m'affubler des oripeaux de l'honnête homme, entre guillemets. Et là, c'est un manque de respect de soi, et ce manque de respect de soi repose sur le manque de connaissance de soi. Nous ne nous connaissons pas assez. Tout le monde, je suis sûr, a fait un travail ici. Il n'y en a pas un qui n'a pas esquissé des questions sur ce sujet. Mais nous ne nous connaissons pas. Si nous nous connaissions, je suis sûr que nous nous respecterions et
Nous n'aurions pas besoin de monter des costumes, d'apparat, ou de paraître. C'est vrai, on a besoin de paraître parce qu'on n'est pas assez dans l'être. Quand je suis dans l'être, je n'ai pas besoin de paraître. Et juste question subsidiaire, est-ce que tu as observé cette même tendance dans l'Inde ces dernières années, ou est-ce qu'ils sont beaucoup moins dans ce paraître en Inde? C'est complexe parce que l'Inde, ce n'est pas une culture, c'est plein de cultures. Je veux dire, la différence qu'il peut y avoir entre un brahman d'Orissa et un kshatriya du Tamil Nadu, un Vaishna du Maharashtra ou un Shudra d'Andhra Pradesh, donc je vous donne à peu près toutes les dimensions de l'Inde, c'est des cultures qui sont complètement différentes. La culture urbaine de l'Inde, là je parle des grandes métropoles, Chennai, Bombay, Delhi, Calcutta et Hyderabad, qui sont d'énormes métropoles, hein, c'est incroyable. Là, il y a une occidentalisation très très forte de la culture indienne, avec un effacement du disque dur traditionnel de l'Inde. Surtout dans les générations, la mienne, c'est-à-dire des gens, le baby-boom, les 50, donc ils en ont plus de 60 aujourd'hui. Et là, on voit véritablement un délitement de la culture indienne. Mais à l'opposé de cela, il y a une nouvelle génération avec laquelle j'adore travailler, qui sont des gamins enfin pour moi des gamins, 25 ans, 30 ans, qui eux ont été nourris à autre chose. Ils sont nés avec la télé, le téléphone, les smartphones et les technologies. Ils s'en fichent. Ça fait partie, c'est comme les... Je sais pas, ça fait partie du quotidien, c'est complètement intégré, donc ils sont en recherche de quelque chose. Et ce quelque chose, moi ce que j'ai vécu et ce que je vois aujourd'hui, par exemple, des grosses organisations à Bombay, je parle d'organisation, quand je dis grosses organisations, c'est des boîtes de 400 000 personnes. Hein, 400 000 personnes. On n'a pas une boîte en France qui fait 400 000 personnes. Là-bas, ce n'est pas une entreprise moyenne, mais c'est quand même... Pour vous donner un exemple, une boîte avec laquelle, d'ailleurs, Jean, on a travaillé ensemble, avec TCS, Tata Consulting Services. C'est une boîte de consulting, 350 000 personnes, une boîte de conseil. Nous, trois consultants dans une boîte en France, c'est déjà une bonne boîte. Eh bien, là, dans cette génération-là, on voit une sorte d'élévation spirituelle. Moi, j'ai travaillé avec des jeunes de 25 à 30 ans. Ils me bluffent. Ils me bluffent parce que ce que j'ai trouvé d'extraordinaire, c'est qu'ils sont pratico-pratiques. C'est-à-dire, ok, tu me parles de respect de soi, qu'est-ce que ça veut dire en termes de mode de fonctionnement, de procédure, RH, stratégique, formation, production, etc. Ils ont un besoin de traduire dans la matière ce que l'esprit porte ou que le cœur porte. Et ça, mais je dois dire qu'il reste, l'Inde est à multiples vitesses, parce que pendant qu'on a des gens à Bangalore, qui est la Silicon Valley indienne, où j'ai vu des jeunes, mais c'est incroyable, c'est à l'américaine, hein. Ils travaillent jusqu'à 2 heures du matin, c'est les techniciens de surface qui les virent, quoi, parce qu'ils sont sur leurs ordinateurs, ils n'en peuvent plus. On vient les chercher en bus, enfin en petit bus pour les ramener chez eux, on vient les prendre pour les ramener à la boîte. Ils sont complètement investis dans l'entreprise. 2 heures du matin, ils descendent du 14e étage, ils vont se faire une pizza, Pizza Hut ou je ne sais pas qui, au sous-sol, enfin au rez-de-chaussée, et ils remontent. Et j'ai vu des jeunes incroyablement pétris de valeur, au sens noble du terme. Mais pourquoi on est dans ce paraître? Pour revenir à ta question, Michel, c'est véritablement parce qu'on n'a pas su reconnaître notre beauté. Si on reconnaissait notre beauté, on n'aurait pas besoin de la montrer. Elle est naturelle. Regardez la beauté d'un enfant. Il n'est pas dans le paraître, un enfant. Hein. Je voyais l'autre jour dans le métro. Vous voyez le métro, vous avez vu comment c'est le métro aujourd'hui. Tout le monde est habillé en noir, a ses écouteurs sur les oreilles, son smartphone et sur Facebook et tout ça. Il n'y a plus du tout de communication. Et c'est triste, hein. Et c'est vraiment... C'est lourd comme vibration. Puis il y a un gamin qui arrive, qui avait 4 ans, qui a une pêche d'enfer, et qui chante, et qui court, et qui fait du théâtre, du pestacle, comme il disait. Je vais vous faire le pestacle.
Et il n'a il n'a pas envie de paraître. Il a envie de montrer, mais il n'a pas envie de paraître. Il est dans une totale innocence. Et cet être innocent, il est en chacun d'entre nous. On a tous encore ces mémoires d'enfants dans le databank, là. On a tous ces mémoires de pureté, d'innocence, de spontanéité, d'amour, d'affection, de tendresse, enfin bref, tout ce qu'on aime, quoi. Tout est là. Alors si on se le reconnaître, ben, je pense qu'on peut faire ceux qu'on fait confiance à soi, mais faire confiance à l'autre aussi. Parce que je sais qu'il l'a. Il a été un enfant, il a été innocent, il a été pur, il a été spontané, il n'était pas dans le paraître, il était dans l'être. Eh bien moi, je veux être dans l'être. Alors tant pis si je parais quelque part un peu innocent, pour pas dire pire, tant pis. Au moins, on est ce qu'on est. Allez, une dernière question. C'est pas vraiment une question, mais tu parlais de respect. Oui. Je rajouterais le respect avec amour. Parce que respect de soi avec amour, je pense que certaines personnes peuvent l'interpréter, le respect de soi avec je me respecte, donc mes décisions, je vais les prendre, et puis j'en ai rien à foutre des autres. C'est pas du tout ça. Okay. Non, c'est vrai, c'est pas du tout un amour, c'est pas du tout égoïste ou égocentrique. Je pense que, je sais pas comment dire la chose, l'amour ou le respect est consubstantiel de l'amour. Je pourrais peut-être dire que l'amour est consubstantiel du respect. Ça va avec, et tant mieux si c'est comme ça, parce que ça fait de beaux jours devant nous. On a du boulot, mais alors, quelle rigolade. Alors vraiment, on a de belles choses à faire. Okay. Merci. Bon, eh bien merci beaucoup Marc, Give Me Five. Bravo. Et bravo à, merci à vous. Madame... Donc merci à tous les trois. Voilà, on y vient. Donc merci à tous les trois et merci à Corinne et Michel, Aurore, toute l'organisation qui a permis de vivre cette journée